J'aurais juste voulu rebondir sur un point, qui est la question du DFP. Oui. C'est vrai que les missions, donc les nouvelles missions, vont demander d'évaluer le DFP de la même manière qu'en droit commun. En fait, Donc sur le barème du droit commun. Donc sur le barème du droit commun. Et bien sûr, c'est logique. Ça paraît assez logique. En fait, le problème des douleurs, enfin le problème de la décomposition du DFP, on l'a aussi bien maintenant en sécurité sociale qu'en droit commun. On a trois composantes. On a le déficit physiologique et psychique. Ça, c'est de la cotation, pourcentage médico-légal, barème de droit commun, enfin bon, il n'y a pas trop de difficultés. Après, la question c'est, est-ce que l'expert a pris en compte les douleurs ou pas? Si effectivement, il dit clairement dans son rapport d'expertise, après avoir détaillé et éclairé le lecteur sur la nature des douleurs physiques et psychiques permanentes, et qu'il a majoré en disant je majore de 5-10% en raison, ou 3% en raison des douleurs. À ce moment-là, on voit qu'on a une évaluation des douleurs cotées en DFP, en pourcentage du DFP, pas de difficulté majeure. Mais s'il ne le fait pas, eh bien s'il ne le fait pas, c'est vrai que, enfin moi j'ai tendance à dire, chacun son métier, et nous les juges, ou vous les avocats, vous n'êtes pas là pour évaluer des pourcentages au regard des douleurs ou du déficit, enfin le pourcentage de déficit qui correspond aux douleurs. Moi, j'en sais rien. Par contre, on est là pour indemniser, pour évaluer. Donc au juge de prendre en compte dans l'évaluation du DFP, après avoir pris les points, le pourcentage, le prix du point ou la méthode Alice Barrelier avec une capitalisation au prix de journée. Bon, après, peu importe, ça c'est souverain tout à l'heure. Mais au juge et à l'avocat de dire, mais attention, il y a aussi les douleurs. Et ces douleurs, elles n'ont pas été évaluées dans le pourcentage de l'expert. Donc, il faut les évaluer, mais financièrement, pas en points de pourcentage. Donc, j'ai un DFP de 15% qui arrive à 40 000 €, mais compte tenu des douleurs, je vous demande 50 000 € d'indemnisation parce qu'il y a les douleurs à indemniser. Et c'est ça que je dis à mes collègues, je dis, vous n'êtes pas là pour nous mettre 3% de DFP en plus, parce que ça, c'est pas votre job, ça, c'est le job du médecin. Vraiment, c'est pas le nôtre. Et puis, il reste, troisième composante, alors qui n'a plus rien de médico-légal, c'est les troubles dans les conditions d'existence, qui, elles, ne sont pas du tout médico-légales. C'est l'avocat qui nous explique dans ses conclusions quels sont ces troubles dans les conditions d'existence. Et là encore, c'est une majoration de l'indemnisation au regard, enfin, on ajoute et on augmente l'indemnisation au regard de ces troubles dans les conditions. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment une difficulté, mais il faut reprendre l'expertise, voir qu'est-ce qui est bien détaillé et comment ensuite on le transforme en indemnisation financière. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Merci à toi, Benoît. Il y a des questions en ligne? Je pense que ce que Benoît disait tout à l'heure était très bien. Nous, on ne l'a pas très bien entendu, mais je sais à peu près ce qu'il a dit. Moi, je pense effectivement que maintenant, il faut être très clair dans l'évaluation du DFP et pas uniquement en matière d'action du travail, mais je pense que c'est l'action du travail qui le déclenche avec l'arrêt de janvier 2023. C'est que ces trois composantes, il y a une incapacité physiologique forcément prise en compte par les médecins. Après, il y a les souffrances endurées post-consolidation et pérenne. Ça, effectivement, si les médecins en tiennent compte. Moi, j'ai vu dans un arrêt où, effectivement, on avait vu un arrêt où les souffrances endurées avaient été cotées sur la base de... Enfin, post-consolidation avait été aussi cotée sur la base de 1 à 7. C'est aussi une autre méthode. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on en invoque une autre? J'en sais rien. Mais je pense qu'il est important que les médecins disent comment ils en tiennent compte. Parce que je ne suis pas sûre que c'est... parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord, quoi. Ça, on peut le discuter. Si le médecin dit, moi, je trouve que les souffrances endurées, ça vaut 2 points de plus d'IPP et que nous, enfin, de DFP, et que nous, ça se traduit par 2 000 € pour des souffrances qui sont à vivre pendant 50 ans, on va peut-être qu'effectivement, on va peut-être pouvoir le reprendre. Et puis après, la perte de qualité de vie, ce n'est absolument pas médical. Et donc, je pense qu'il est important que le médecin dise qu'il a évalué son taux de DFP sans prendre en compte la perte de qualité de vie qui doit être discutée par les avocats. Moi, c'est ce qu'on avait un expert à Bordeaux qui le disait très bien, qu'il y a une perte de qualité de vie, mais qu'il appartient à l'avocat de le développer dans le cadre de ses demandes.
Voilà, ça c'était pour le DFP. Et puis je reviens aussi sur mon dada qui est la présomption d'imputabilité. Pierrick, je comprends bien effectivement que là c'est un changement de paradigme. On est dans un tout autre domaine. On est en accident du travail. Les accidents du travail, c'est on l'a répété depuis ce matin, c'est très ancien et c'est pas la même chose. On voit bien qu'effectivement, même si on essaie de rattraper un peu les choses, l'accident du travail, c'est le parent pauvre du dommage corporel. Et bon, il y a quand même quelques avantages. Et il y a néanmoins cette présomption d'imputabilité qui est une règle qui a été mise en œuvre par la Cour de cassation depuis des décennies et des décennies. Et donc, on ne peut pas, effectivement, vous, médecins comme nous, il faut qu'on change de paradigme. Quand on est en droit commun, eh bien, on dit, bon, causalité directe et certaine. Donc, s'il y a d'autres causes possibles et que ce n'est pas certain, on écarte. Mais quand on est en matière d'accident du travail, c'est à partir du moment, si ça peut être en lien avec l'accident du travail et que ça fait partie de la maladie traumatique, eh bien, à partir de ce moment-là, ça doit être retenu, à moins qu'effectivement, on puisse rapporter la preuve, et c'est pas, je pense pas aux médecins experts de le faire, à moins que la preuve puisse être rapportée, que ce n'est absolument pas possible que ça soit en lien avec l'accident du travail. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs causes possibles, eh bien, si l'accident du travail en fait partie, eh bien, on doit le retenir et on doit le chiffrer. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne font pas qu'on arrive avec des médecins qui disent « moi je ne suis pas sûre et donc je ne le prends pas en compte ». Là, le paradigme différent en cas d'accident du travail, c'est « je ne suis pas sûre, donc je retiens et je l'évalue ». Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Pierrick? Je suis moyennement d'accord avec toi sur cette définition-là, parce que la présomption d'imputabilité, moi je veux bien, quand on a un doute que ça bénéficie à la victime, oui. Je disais que j'étais partiellement d'accord avec toi, c'est-à-dire que la présomption d'imputabilité, moi je veux bien, mais les médecins de sécurité sociale, et je le vois autant en CMRA qu'en pôle social, ont tendance à accepter beaucoup de lésions secondaires, parfois plusieurs années après, dont on voit pertinemment que médicalement, il n'y a aucun lien, et ça, médicalement, on peut l'argumenter et on peut dire, mais en fait, il n'y a rien qui permette de le relier à l'accident du travail. Le médecin de sécu, soit par facilité, soit parce qu'il n'a pas assez de pièces, soit je ne sais pas, soit par présomption d'imputabilité, il rattache tout à l'accident du travail. Et derrière, ça arrive chez nous en pôle social, et quand on voit le bilan lésionnel et l'ajout des lésions secondaires plusieurs années après, on s'arrache les cheveux parfois en se disant mais ça n'a aucun lien, voilà, alors soit on n'a pas fait les mêmes études de médecine, soit on n'a pas la même manière d'appréhender les choses, mais il y a quand même des situations qui sont complètement ubuesques en fait. Donc moi c'est plus pour ces situations-là où je me trouve un petit peu gêné, et c'est mine de rien assez fréquent, parce que c'est vrai que les médecins de sécu souvent font leurs évaluations, leurs expertises, etc., sans forcément voir le patient, sans avoir forcément toutes les pièces, sans être aussi carré et rigoureux que ce qu'on peut l'être en judiciaire, et du coup on n'a pas le même paradigme du coup, effectivement, mais je trouve que c'est, alors parfois d'ailleurs c'est dans un sens et parfois c'est dans l'autre, c'est-à-dire que des fois il y a des lésions qui ont été omises alors qu'elles auraient très bien pu rentrer dans le bilan lésionnel, donc c'est pas forcément à charge ou à décharge, hein, c'est vraiment purement neutre et objectif. Je pense que on peut maintenir cette présomption d'imputabilité, mais sur des lésions dont on peut avoir une présomption d'imputabilité. Il faut peut-être aussi nous laisser le champ pour dire, bah là par contre je suis navré, mais il n'y a pas de lien. Ou alors là il y en a un, donc on le rajoute. Vous voyez ? Oui, mais là, effectivement, dans ce que je te dis, il n'y a rien qui peut le rattacher à l'accident du travail. La présomption d'imputabilité, c'est pas ça. C'est pas, on ne doit pas prouver qu'effectivement on peut le rapprocher à l'accident du travail. La présomption d'imputabilité, c'est de dire quelqu'un qui tombe sur l'épaule. Est-ce qu'on a la preuve que ça ne peut pas être rattaché à l'accident du travail? C'est ça la présomption d'imputabilité. Oui, mais ça j'entends bien, c'est l'inversion de la charge, mais un accident du travail où on a un traumatisme de l'épaule et que derrière on nous rajoute une entorse de genou ou une arthrose de genou, quel est le rapport médicalement ou même... Est-ce que toi, un médecin, tu peux dire que ça ne peut, en aucun cas, tu exclus totalement et de façon certaine, directe et définitive que ça peut être attaché à l'accident du travail, alors même qu'il y a eu des certificats qu'on en fait état, etc. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est un cas auquel on est très très souvent confronté en juridiction, ça. Mais encore une fois, c'est pas aux médecins experts désignés dans le cadre d'une mission de répondre à des questions qui ne lui sont pas posées. Et la question de l'imputabilité à l'accident de lésions nouvelles doit être réglée avant.
et pas pendant l'expertise. C'est-à-dire que très souvent, le litige devant nous porte sur l'imputabilité à l'accident qui est prise en charge de certaines lésions. Parce que vous avez raison, des fois on a une dépression qui arrive au milieu. Bon. Oui, mais ça, je suis désolée, la Cour de cassation a répondu, en 2020 d'abord et en 2022 ensuite, et c'est très dur pour les employeurs, mais c'est à eux de contester l'imputabilité de certaines lésions à l'accident pris en charge pendant le litige, avant la mission d'expertise. Et vous, comme expert, c'est terminé. On vous demande et vous n'avez pas à répondre à des questions sur l'imputabilité des lésions. Cette question, elle a nécessairement dû être résolue avant. Non, non. Ah bah non. si. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Bah si. Je suis pas d'accord. Je pense que la présomption d'imputabilité, faut faire la différence entre les décisions de la sécurité sociale et la présomption d'imputabilité. Les décisions de la sécurité sociale concernant la consolidation et l'état séquelaire retenu, est-ce que effectivement elles s'imposent à ce niveau-là? Moi, j'en sais rien, mais je pense que c'est différent aussi de la présomption d'imputabilité. Et après, à partir du moment où on demande à des médecins de déterminer le DFP, de l'évaluer et de le déterminer, soit effectivement, il appartient au juge de dire, voilà, le DFP, enfin, l'état séquelaire retenu, il est composé de ça. Et on ferme la porte, donc l'imputabilité, on ne la prend plus ici en compte, et donc évaluez-le en matière de droit commun. Soit, si vous demandez à un médecin d'évaluer un DFP, forcément, il va vous le décrire et il va prendre en compte ce qu'il estime imputable ou pas. Ça, c'est plus possible, ça. Je pense que là, il va y avoir une question. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça démontre que l'arrêt de l'Assemblée plénière de 2023 tente de réaliser une espèce de fusion du droit de la réparation du préjudice corporel de droit commun avec la réparation du préjudice corporel en sécurité sociale. Alors, vous avez raison dans le sens où c'est nouveau, cette incursion du DFP dans la réparation du préjudice corporel en sécurité sociale, ça vient de sortir, donc évidemment, personne ne sait faire. Mais, à mon avis, c'est au juge qui ordonne l'expertise de résoudre ces questions avant de rédiger la mission d'expertise. Et donc, ces questions d'imputabilité de certaines séquelles à l'accident ou non doivent être, à mon avis, réglées par des questions et par des demandes et par des défenses, des moyens de défense de l'employeur pour se défendre du point de vue de l'évaluation du DFP, pour combattre la présomption d'imputabilité avant que la mission d'expertise soit fixée. Ce n'est pas à l'expert de répondre à des questions sur l'imputabilité de certaines séquelles à un accident initial. Il n'a pas le contexte qui lui permet de faire ça. La mission, ça serait considérant que l'état séquelaire retenu a été le suivant, tac, 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 et vous développez l'état séquelaire. Fixer le DFP, évaluer le DFP, ça serait ça votre mission? Non. Je raisonne par analogie à des litiges qui nous sont soumis sur la prise en charge de la durée des arrêts de travail. On a un accident pris en charge et, par exemple, un accident tout bête, et puis il y a 3 ans d'arrêt de travail. Et la caisse maintenant doit fournir l'intégralité des certificats médicaux, donc elle fournit les certificats de prolongation d'arrêt de travail et l'employeur s'aperçoit qu'au milieu des certificats de prolongation d'arrêt de travail, il y a des torchons et des serviettes. C'est-à-dire qu'il y a la lésion initiale et puis il s'intercale d'autres maladies et tout ça dans une continuité. Bon. Et la caisse primaire, là je rejoins un peu ce que dit le docteur Vacher. Alors pas toujours, hein. Il y a des médecins qui refusent la prise en charge de certaines lésions. Ben oui. Ça existe, je l'ai vu. Mais quelquefois, la prise en charge, elle dure 3 ans, alors que à partir de 1 an et demi, mettons, l'arrêt de travail n'est plus motivé par des lésions en relation avec l'accident initial, mais avec une lésion nouvelle, et personne s'en était rendu compte. Ben moi, je considère que ce litige sur l'imputabilité des lésions nouvelles à l'accident, pour les exclure dans l'évaluation du DFP, il doit se nouer devant le juge et pas devant l'expert. Voilà ce que je dis. Moi, il y a juste un élément qui me gêne un petit peu dans ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas à évaluer l'imputabilité, c'est pas notre rôle. Pourtant, en droit commun, on le fait. Oui, mais donc, pas en droit de la sécurité sociale.
Eh ben oui. Justement, c'est ça qui est difficile, c'est ce que dit notre Oui, c'est ça, c'est je que... connais pas. Mais sauf que du coup, en fait, Oui. C'est pas l'expert de la c'est à l'employeur en preuve que les lésions se rapportent à un écart ou une cause totalement différente du travail. Donc je rebondis sur ce que disait Marie Mescalme il y a 5 minutes, c'est que du coup, en fait, on est relégué au rang de technicien de barèmes médicaux. Vous nous donnez la liste des lésions. Bah si, vous nous donnez vous nous donnez une liste de vous nous donnez une liste de lésions et à nous de mettre un chiffre en regard. 142. Là, il est là pour aider le juge quand le juge ne sait pas faire. Super. Donc le juge sait... Là, il y a l'expert. Je ne délègue pas l'expert, je sais ce que doit faire. Mais finalement, prendre un barème et dire qu'une entorse de genou, ça vaut tant de pourcents, il suffit juste de prendre le barème. Quel est l'intérêt de faire appel à un médecin expert? Je grossis le trait, on est d'accord, mais c'est vrai que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ces expertises en fait de pôle social sont extrêmement frustrantes. Pour un expert judiciaire, pour un médecin, c'est extrêmement frustrant. On n'avait pas la date de conso, enfin on n'a pas la date de conso, on n'avait pas le DFP, on n'a pas le bilan lésionnel. En fait, on fait quoi? On prend le barème et puis on se dit bon, en fait, j'ai même pas besoin d'examiner le patient finalement, parce que vous me dites d'office ce que je dois évaluer. Moi, je prends mon barème, je transfère et je vous renvoie un chiffre. Encore une fois, je grossis le trait, mais c'est vrai que c'est... Juste Marie, c'est bien, tu es en distanciel, donc tu m'en voudras moins. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marie. Je pense qu'on peut pas revenir sur cette présomption d'imputabilité si facilement d'un point de vue juridique. Oui, je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi sur cette remise en cause de la présomption d'imputabilité. D'un point de vue juridique, moi, je pense qu'à partir du moment où on a notamment la notification de rente accident du travail avec le taux d'IPP sécurité sociale, donc qui a été retenu par le médecin de la caisse, qui n'a pas été contesté ou qui l'a été en amont par l'employeur et éventuellement par le salarié, moi je pense qu'on ne peut pas revenir dessus et que forcément l'expert qui est désigné, alors aujourd'hui aussi pour le DFP, je bouge plus. Donc, moi, je pense que le fait qu'on ait rajouté dans la mission de l'expert devant les pôles sociaux le DFP ne change rien au fait que la présomption d'imputabilité, elle reste la même. Et qu'en réalité, l'expert, il doit évaluer le DFP à partir de tout ce qui a été retenu dans la notification d'allocation de la rente IPP. Non, parce qu'on va lui demander d'évaluer un nouveau taux de DFP. Oui, mais on va lui demander d'évaluer le taux, on va lui demander de transformer en réalité le taux d'IPP sécurité sociale en taux de DFP. Mais c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc on ne revient pas sur les lésions qui ont été retenues. Voilà. Donc tout ça pour dire que je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, Marie. Mais elle m'entend plus, donc ça tombe bien. Si, je t'entends très bien, mais pourquoi tu dis ça? Non, je pense qu'effectivement, la présomption d'imputabilité, elle doit tenir. Mais on est d'accord. Bon. Oui, bien sûr. Bah oui, me voilà rassurée. Ah oui, non, moi, je voulais pas... on va pas faire 2 pas en arrière parce qu'on fait un pas en avant. Non, non. Moi, je suis pour que la présomption d'imputabilité soit retenue. Et même plus, je pense qu'effectivement, le médecin doit en tenir compte au moment d'évaluation du DFP devant lui et pas forcément avec uniquement ce qui est dit dans le certificat de la sécurité sociale, parce que comme l'on disait tout à l'heure, il y a très souvent, par exemple, quand on a une amputation, peut y avoir un syndrome anxio-dépressif qui accompagne l'amputation. Et très souvent, en sécurité sociale, on n'en tient pas trop compte, et, parce que c'est mal évalué. Alors qu'effectivement, je pense qu'au moment de l'évaluation du DFP dans le cas de la faute inexcusable, eh bien là, effectivement, il faudra en tenir compte. Oui, donc on est d'accord, on ne remet en cause aucune des lésions qui ont été retenues, simplement on transforme entre guillemets le taux sécurité sociale en un taux de DFP, et c'est là où on a besoin effectivement de l'extension de la mission et d'une mission la plus précise possible. Les médecins vont dire comme Pierrick, ils vont dire moi je vois pas ce que cette affection elle vient faire dans l'accident du travail alors que ça a été retenu déjà comme imputable.
à nous, avocats de victimes, à mon sens, de gérer ça en amont et de demander aux magistrats de bien Ou d'être valider présent en expertise. sur justement la présomption d'imputabilité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Alors moi, je suis un peu comme Cécile Labruni, je défends que des victimes de maladies professionnelles et bien souvent retraitées. La question que j'ai par rapport aux expertises, c'est que notamment tout à l'heure, j'entendais le fait de déplacer une date de consolidation. Moi, je trouve ça très dangereux pour mes clients dans la mesure où, comme vous le savez, une rente maladie professionnelle, elle est perçue au lendemain de la consolidation. Donc, si dans le cas d'une expertise pôle social, vous venez à demander à déplacer cette date de consolidation, ça veut dire que la victime, concrètement, elle pourrait être amenée à rembourser la rente de sécu qui lui a été versée au lendemain de sa consolidation. Donc, moi, je trouve ça très dangereux. Et donc, je rejoins ce qui vient d'être dit, à savoir que il y a une indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et la caisse et la victime. Donc, les contestations de l'employeur sur la date de conso, sur les imputabilités diverses et variées d'états pathologiques préexistants, etc., ça doit non pas venir au moment de la liquidation du préjudice, car je rappelle, là, on parle de liquidation de préjudice faute inexcusable. Ça veut dire qu'on est un peu au bout de la procédure. L'employeur a éventuellement déjà contesté le caractère pro de son côté. Et d'ailleurs, dans ses rapports avec la caisse, la durée des arrêts, le taux d'incapacité, tout ça, il a pu le faire de son côté. On arrive en faute inexcusable. L'employeur peut venir à nouveau contester le caractère faussé de la maladie. Et ensuite, lorsque c'est fait tout ça, on arrive à une reconnaissance de faute inexcusable. On est dans le cadre des préjudices liquidés. Je trouve ça complètement hallucinant. Si maintenant, effectivement, le tribunal venait à dire on remet en cause une date de consolidation, on remet en cause certaines lésions, etc. Je trouve ça, en tout cas, c'est pas comme ça que je conçois l'interprétation des arrêts de l'Assemblée plénière en attendant. Est-ce que je peux répondre, hein? Oui. Alors moi, j'ai pas du tout la même analyse, mais pour deux raisons. D'abord, en droit commun, je ne vois pas d'interaction. Enfin, je ne vois pas l'identité de consolidation entre celle de la décision de la caisse et la consolidation de liquidation. Et il y a pléthore d'arrêts de la deuxième chambre civile qui dit que ce n'est pas lié. Et je ne vois pas à quel titre la caisse pourrait revenir sur la rente au prétexte qu'un expert judiciaire ait retenu une autre date de consolidation. Donc ça déjà, je vois pas, sincèrement, je vois pas en termes de procédure. Enfin, il y a énormément d'arrêts de la deuxième chambre civile qui ont été rendus en droit commun, notamment avec des créances qui sont différentes. Enfin, il y a par exemple un truc tout bête, mais les indemnités journalières qui sont arrêtés à une date qui est complètement différente de celle de l'expert judiciaire, et ça ne dérange absolument pas dans la liquidation et ça change rien à la créance de la caisse. Donc moi, à titre personnel, alors je dis pas que je suis sûre des décisions qui vont être rendues, mais je vois mal comment on pourrait modifier la créance de la caisse avec la jurisprudence qui existe déjà au prétexte qu'un expert judiciaire ait retenu une autre date de consolidation. Surtout que c'est la date de consolidation du DFP n'est pas nécessairement la date de consolidation de l'incapacité si on est sur des notions qui sont différentes et qu'il y a une notion dans l'incapacité, une notion de travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'annexe 1 de l'article R 434-34 du Code de la sécurité sociale, où là on voit bien qu'il y a la difficulté de perdre son emploi et de la réinsertion professionnelle qui n'existe pas dans le cadre du DFP. Et moi je pense qu'on peut tout à fait soutenir qu'il s'agit de notions parfaitement différentes. Et je ne vois même pas en termes de procédure comment la rente pourrait être différente, comment la caisse pourrait modifier sa rente au prétexte d'une date de consolidation, sachant que en pratique, elle est jamais là, en plus aux expertises. Donc, en plus, la date lui est même pas opposable. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et moi, je vois pas le danger. Voilà, je dis pas que j'ai pas raison de me méfier, mais à titre personnel, je vois pas le danger. Voilà. Oui, les caisses ne viennent jamais. Les caisses ne viennent jamais. Oui, jamais. Oui. En sécurité sociale, elles ne viennent jamais. Alors, ouais, ça arrive, mais très très rarement. Moi, j'en ai eu une ou deux fois où ils sont venus, mais c'est extrêmement rare. Ouais. Non, je l'ai eu une fois en sécu et 2 ou 3 fois en droit commun. Mais c'est effectivement, en 10 ans, ça fait 4 visites, quoi. Donc une fois tous les 2 ans et demi, c'est pas énorme.
Ils s'ennuyaient, ils avaient du temps à perdre. Non, non, toute blague mise à part, effectivement, ils viennent très rarement. Mais par contre, il me semble avoir déjà eu cette discussion avec des médecins conseils au cours des CMRA où justement on remet en cause les questions d'arrêt de travail et de durée des arrêts de travail. En gros, ça ne c'est jamais préjudiciable à l'assuré, c'est-à-dire que si le médecin de la caisse a fait une erreur et a consolidé trop tôt ou trop tard, ben dans un cas, c'est au bénéfice de l'employeur, dans l'autre cas, c'est au bénéfice de la victime, mais il demande jamais en fait à se faire rembourser. De ce qu'on m'en a expliqué, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, la procédure de révision de rente, à mon avis, n'est pas utilisable dans ce cas de figure. Enfin, de ce que j'en connais, je vois pas comment elle serait utilisable. Je vérifie, mais je ne vois même pas. Ouais, alors, juste une question, Aurélie, comment tu fais en cas de rechute? Imagine que tu as une rechute qui a été, enfin, une rechute en sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale a accepté la rechute et que ça se fait 1 an après la consolidation initiale. Et donc là, normalement, tu peux avoir, dans le cadre de la rechute, s'il y a une faute inexcusable pour les lésions initiales, tu peux avoir une indemnisation complémentaire aussi en cas de rechute. Et là, comment tu fais pour avoir ton indemnisation complémentaire si ton médecin il te recule ta date de consolidation pour englober ta rechute dans… Non, mais attention, Marie, je ne dis pas qu'il faut systématiquement modifier la date de consolidation, ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle ne sera pas modifiée uniquement quand tu le voudras. Elle sera modifiée. Là, moi, si tu veux, je l'ai dans un dossier. Oui, je vois bien ce que tu dis. Oui, je vois bien. Avec la difficulté d'englober dans la pathologie initiale ce qui était considéré ensuite comme une rechute. Non, je vois bien la problématique. Mais bon, voilà. Après, quand tu vois des tétraplégiques qui sont consolidés au bout d'1 an et qu'il y a de la tierce personne, enfin voilà, moi, c'est à ces dossiers-là que je pense. Et je pense à un dossier en particulier. C'est vrai que j'entends bien contester la date de consolidation à 1 an. Les intérêts financiers sont tellement énormes que je pense que je vais le faire. Après, voilà, je prêche comme tous les avocats pour ma chapelle et mes clients. C'est pas, ex cathedra, une décision qui s'impose à tous, hein, évidemment. Hein. Non, mais je vois bien qu'il y a des difficultés. Hein. De toute façon, je n'ai pas vu de jurisprudence, ni même de mission, mais là, si, j'apprends qu'il y a des missions dans lesquelles on demande une nouvelle fixation puisque vous voulez demander. Alors, sur la rechute, ça arrive assez rarement, mais c'est déjà arrivé. On a eu un cas très compliqué, là. Alors, le problème des rechutes, c'est que c'est comme un nouvel accident. C'est-à-dire qu'en fait, le premier accident, il a vécu sa vie. On a fait une évaluation où c'est en cours. Il y a une rechute, je suis désolée, il faut que la victime fasse établir la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la rechute. Non, pas du tout. Non, alors là, je suis désolée. Il a été jugé par la Cour de cassation qu'à partir du moment où la faute inexcusable de l'employeur avait été jugée pour les lésions initiales, à partir de ce moment-là, elle pouvait avoir indemnisation complémentaire, que ce soit au niveau de l'indemnisation initiale ou de la rechute. Ça, ça a été jugé par la Cour de cassation. Parce que sinon, il ne peut jamais y avoir de faute inexcusable de l'employeur dans la rechute. Ouais. Non, mais vous avez raison, je suis en train de réfléchir. En fait, c'était plus compliqué que ça. C'était un cas où c'était un cas où l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'accident initial était prescrite, oui. Et qu'on a dû, pour sauver le soldat Ryan, trouver une faute inexcusable en rapport avec en relation avec la rechute. Non, mais vous avez raison, c'est logique. Il est trop tard, là. J'ai le cerveau qui se liquéfie. Bon, en tout cas, sur les dates de consolidation, je rejoins quand même l'avis de votre collègue, votre confrère. À mon avis, on ne parle pas de la même date de consolidation, donc sous réserve que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde et d'abord dans l'esprit des juges et des avocats pour que dans l'émission ce soit suffisamment clair. Normalement, après, on doit aussi faire des réunions avec les experts pour dans les cours d'appel pour discuter entre nous pour savoir comment on travaille, quoi. Donc ça va nécessairement se clarifier tout ça. Merci à tous, en présentiel comme en distanciel, même si nous avons le regret de ne pas voir ceux qui sont en distanciel malheureusement. Merci à tous nos intervenants de la journée pour leurs échanges de qualité. Et puis, je crois qu'on a encore à venir de longs débats sur cette question, notamment de l'articulation
entre la procédure en faute inexcusable de l'employeur devant les pôles sociaux et les procédures de droit commun, avec évidemment cette ouverture qui nous a été offerte par les arrêts de l'Assemblée plénière en janvier 2023. Merci encore à tous et puis merci à Laurence pour l'organisation de ce colloque annuel si riche comme tous les ans.